Il avait installé ses caméras pour attraper une voleuse. 7 jours d'enregistrement, 7 nuits blanches. Et quand il s'est enfin assis pour visionner les images, s'attendant à voir des mains dérober des bijoux, il a découvert quelque chose qui lui a glacé le sang. La femme de ménage, dans la chambre des enfants, à 3 heures du matin, faisant quelque chose qu'aucune caméra n'aurait dû capturer. Si jamais vous avez eu l'impression de passer à côté de quelque chose d'essentiel, que la réponse était juste là, sous vos yeux, mais que vous étiez trop aveugle pour la voir, alors cette histoire est pour vous. Antoine Leclerc avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Une villa à Neuilly avec 42 pièces, des voitures qui valaient plus que des appartements, un empire commercial s'étendant sur 3 continents, et 3 enfants qu'il avait du mal à regarder dans les yeux, pas par manque d'amour, par excès de culpabilité. 2 ans plus tôt, par une nuit pluvieuse, Antoine conduisait. Sa femme, Sophie, était assise à ses côtés. Les triplés, Paul, Léa et Léo, étaient sur la banquette arrière. 5 ans, 3 vies, tout un avenir devant eux. Le camion est apparu de nulle part. Phare cassé, chauffeur endormi. Antoine a essayé d'éviter le choc. Il a essayé de protéger sa famille. Il a essayé de faire quelque chose. N'importe quoi. Mais certaines choses sont inévitables. Sophie est morte sur le coup. Antoine s'en est sorti avec quelques égratignures. Et les triplés. Les triplés n'ont plus jamais marché. Paralysie. Chez les 3 enfants, de la ceinture aux pieds. Irréversible. Les médecins ont dit qu'ils avaient de la chance, que cela aurait pu être pire, qu'ils étaient vivants. Antoine ne se sentait pas chanceux, il se sentait maudit, parce qu'à chaque fois qu'il regardait ses enfants, il voyait sa femme, celle qu'il avait perdue. Il revoyait l'accident, celui qu'il avait causé. Il revoyait ses jambes qui ne couraient, ne sauteraient, ne danseraient plus jamais. Alors, il a fait ce que les hommes faibles font. Quand la douleur est trop forte, il s'est éloigné. Il s'est noyé dans le travail. Il a commencé à rentrer à la maison après que les enfants se soient endormis. Il a commencé à partir avant qu'ils ne se réveillent. Il a embauché les meilleurs nounous, les meilleurs médecins, les meilleurs kinésithérapeutes. Il a donné tout ce que l'argent pouvait offrir. Tout, sauf lui-même. Les triplés ont grandi avec des infirmières et des employés de maison. Ils ont grandi en voyant leur père à travers des portes closes et des coups de téléphone rapides. Ils ont grandi en pensant qu'ils avaient été fait quelque chose de mal, que leur père ne les aimait plus, qu'ils étaient un fardeau. Chaque enfant a réagi à sa manière. Paul, l'aîné de 2 minutes, est devenu colérique. Il criait sur les nounous, il cassait des objets, il refusait la kinésithérapie. Il haïssait le monde qui lui avait volé ses jambes et son père. Léa, la cadette, s'est murée dans le silence, pas littéralement, mais presque. Elle répondait par des hochements de tête, par des regards, par des silences qui duraient des heures, comme si elle avait décidé que parler ne servait à rien. Léo, le Benjamin, est resté optimiste. Optimiste d'une manière qui brisait le cœur, toujours souriant, toujours disant que tout irait bien, toujours croyant que son père allait recommencer à les aimer, toujours espérant. 3 enfants, 3 façons de survivre, aucune d'entre elles saine. Et Antoine ne voyait rien de tout cela. Il était trop occupé à construire des murs, trop occupé à fuir, trop occupé à prétendre que la distance était une protection, jusqu'à l'arrivée de Chloé. Chloé Dubois, 34 ans, belle, élégante, riche par elle-même, le genre de femme qui faisait tourner les têtes lorsqu'elle entrait dans une pièce. Elle a rencontré Antoine lors d'une soirée de charité. Il était seul, elle aussi. Ils ont commencé à discuter. Une chose en entraînant une autre. 6 mois plus tard, ils étaient fiancés. Antoine pensait que Chloé était parfaite. Elle comprenait son monde. Elle comprenait la pression. Elle comprenait qu'il avait besoin de travailler. Elle ne se plaignait jamais de ses absences, ne demandait jamais trop d'attention, ne forçait jamais la conversation sur les triplés, ne forçait jamais la conversation sur les triplés. Antoine n'a pas compris que c'était un signal d'alarme. Chloé détestait les enfants.
Surtout les enfants qui n'étaient pas les siens. Surtout les enfants qui rivalisaient pour l'attention de son futur mari. Surtout les enfants en fauteuil roulant qu'elle considérait comme un fardeau, une honte, quelque chose à cacher. Quand Antoine ne regardait pas, Chloé montrait son vrai visage. Des regards méprisants. Des commentaires sur le fait qu'il serait plus facile de les envoyer en pensionnat. Des suggestions qu'Antoine méritait la paix, qu'il méritait une vie sans avoir à se soucier de besoins spécifiques. Elle a planté la graine, lentement, avec soin, avec la patience d'une manipulatrice expérimentée. Et la graine commençait à germer. Mais il y avait quelqu'un dans la maison qui voyait tout, qui entendait tout, qui ressentait tout. Fatima Benali, 28 ans, employée de maison, embauchée il y a 8 mois pour aider au ménage et, si nécessaire, avec les triplés. Fatima n'était pas comme les autres employés. Les autres faisaient leur travail et partaient. Les autres traitèrent les enfants comme une partie de la routine. Les autres ne restèrent pas tard, ne se réveillaient pas au milieu de la nuit, ne faisaient pas plus que ce qui était demandé. Fatima. Si. Parce que Fatima voyait quelque chose chez les triplés que personne d'autre ne voyait. Elle voyait des enfants désespérés d'amour. Elle voyait un potentiel caché derrière la colère et le silence. Elle voyait 3 êtres humains qui méritaient plus que ce qu'ils avaient reçu. Et Fatima connaissait cette sensation. Elle avait grandi dans un orphelinat, sans parents, sans famille, sans personne pour lui dire qu'elle comptait. Elle s'était battue chaque jour de sa vie pour prouver qu'elle méritait d'exister. Elle avait obtenu son diplôme de kinésithérapie en travaillant la nuit et en étudiant le jour. Elle rêvait d'ouvrir un cabinet, d'aider les enfants comme elle l'avait été, de faire la différence. Mais l'argent n'arrivait jamais, et ses rêves s'éloignaient de plus en plus. L'emploi à la Villa Leclerc était temporaire, juste une étape, juste un moyen, jusqu'à ce qu'elle rencontre Paul, Léa et Léo. Et tout a changé. Elle a vu Paul casser un jouet de rage. Au lieu de le réprimander, elle s'est assise à côté de lui. Elle lui a demandé pourquoi il était en colère. Elle a écouté, vraiment écouté. Et quand il a fini de crier sur la haine qu'il portait à ses jambes, qui ne fonctionnaient plus, elle a dit quelque chose que personne n'avait jamais dit. Tu as parfaitement le droit d'être en colère. Mais la colère ne fera pas revenir tes jambes. Elle ne fera que te faire perdre les choses qui fonctionnent encore. Ton cœur, ta tête, ta capacité à être heureux. Paul a arrêté de crier ce jour-là. Elle a vu Léa dessiner toute seule. Elle a pris une feuille de papier, s'est assise à côté d'elle, a commencé à dessiner aussi. Elle n'a rien dit, elle n'a rien demandé, elle est juste restée là, présente. Et après 1 heure de silence, Léa a montré son dessin. Une famille, père, mère, 3 enfants. La mère avait des ailes. C'est un ange, maintenant, a chuchoté Léa. Les premiers mots qu'Elena a entendus d'elle depuis des semaines. Fatima a gardé ce dessin. Elle le garde toujours. Elle a vu Léo faire semblant d'aller bien. Elle a vu le sourire qui cachait la douleur. Elle a vu l'optimisme qui était en réalité un désespoir déguisé. Et un jour, quand Léo a dit que tout allait bien, Fatima s'est assise en face de lui et a dit « Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Tu peux être triste. Tu peux pleurer. Tu peux ressentir ce que tu ressens. Je ne vais nulle part. » Léo a pleuré ce jour-là. Pour la première fois en 2 ans, Fatima n'était pas payée pour faire ça. Ce n'était pas son travail, ce n'était pas dans son contrat, mais elle le faisait quand même. Et c'était pour ça que Chloé la détestait. Parce que Chloé voyait, elle voyait la façon dont les enfants regardaient de Fatima. Elle voyait la tendresse qu'elle leur donnait. Elle voyait la menace qu'elle représentait. Si Antoine découvrait qu'une simple employée était plus une mère pour ses enfants que sa propre fiancée, les choses allaient changer. Et Chloé ne pouvait pas laisser ça arriver. Alors elle a mis au point un plan simple, efficace, cruel. Une broche de diamant, ancienne, chère. Elle appartenait à la mère d'Antoine. Chloé l'a prise dans le coffre-fort, l'a cachée dans la chambre de Fatima et a attendu le moment opportun. Le moment opportun est arrivé un soir de jeudi. « Antoine, as-tu vu ma broche ?
Celle en diamant de ta mère. Antoine fronça les sourcils. Non. Pourquoi? Elle était dans le coffre. Maintenant, elle n'y est plus. Silence. Tu penses que quelqu'un... Chloé laissa la phrase en suspens, laissant Antoine la compléter tout seul, et Antoine la compléta. Il ne voulait pas croire ça. Il ne voulait pas penser que quelqu'un dans la maison était une voleuse. Mais la broche avait disparu, et Chloé semait le doute. Peut-être devrions-nous vérifier, dit-elle, discrètement. Comment? Hausse des caméras. Le mot resta en suspens. Antoine hésita. Les caméras, c'était une atteinte à la vie privée. Les caméras, c'était de la méfiance. Les caméras, c'était admettre que quelque chose n'allait pas. Mais la broche de sa mère avait disparu, et il avait besoin de savoir. « Je vais les installer demain », dit-il. Et c'est ainsi que tout a commencé. Ce qu'Antoine ne savait pas, ce que Chloé n'avait pas prévu, ce que personne n'aurait pu prédire, c'était ce que les caméras allaient vraiment montrer. Il ne savait pas que les 72 prochaines heures d'enregistrement allaient détruire tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre maison, sur sa fiancée, sur ses enfants, sur l'employé qu'il connaissait à peine, et sur lui-même. Les caméras furent installées le lendemain, discrètes, cachées. Dans chaque pièce de la maison, sauf les salles de bain, 27 yeux électroniques voyant tout, enregistrant tout, capturant tout. Antoine programma l'enregistrement en continu. 72 heures de contenu. Ensuite, il allait s'asseoir et regarder. Il allait trouver la voleuse. Il allait régler le problème. Il n'avait aucune idée du problème qu'il allait trouver. Pendant les 3 jours d'enregistrement, la vie continua normalement. Antoine travaillait, Chloé souriait. Les triplés existaient dans leur monde à part. Et Fatima faisait ce qu'elle faisait toujours, prendre soin. Mais Antoine ne regardait pas son corps. Il était occupé. Réunion, contrat, l'empire commercial qui ne pouvait pas attendre. Quand il s'assit finalement pour regarder les enregistrements, c'était vendredi soir, si tard. La maison silencieuse. Chloé était partie dans un spa. Les triplés dormaient. Antoine se servit un whisky, alluma l'ordinateur, ouvrit les fichiers et commença à regarder. Les premières heures étaient ennuyeuses. Les femmes de ménage nettoyaient, les cuisinières cuisinaient, le chauffeur lavait les voitures. Rien d'intéressant, rien de suspect. Antoine accéléra. L'enregistrement, main cherchant, espérant voir quelqu'un entrer dans le bureau, quelqu'un fouillant dans le coffre-fort, quelqu'un volant. Il ne vit rien. Il continua à regarder. Les heures passant sur l'écran en quelques minutes. Le soleil se levant et se couchant en vitesse accélérée. La maison vivant sans qu'il s'en rende compte. Et puis arriva l'enregistrement de 3 heures du matin. Antoine faillit passer à côté. C'était le milieu de la nuit. Tout le monde était censé dormir. Il n'y avait aucune raison de faire attention. Mais quelque chose attira son attention. Un mouvement. Dans la chambre des triplés, il arrêta l'enregistrement, revint en arrière, le remit à vitesse normale, et il vit la porte de la chambre s'ouvrir doucement, une silhouette entrant, lumière faible, pas silencieux. Fatima, l'employée. Antoine sentit son sang se glacer. La voilà, la voleuse, entrant dans la chambre des enfants au milieu de la nuit, faisant quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Il se pencha en avant, les yeux fixés sur l'écran, attendant de voir le délit. Et il vit Fatima s'agenouiller à côté du lit de Paul, prenant sa jambe avec précaution, commençant à faire des mouvements lents, doux, répétitifs, kinésithérapie. À 3 heures du matin, Antoine fronça les sourcils. Ça n'avait pas de sens. Pourquoi ferait-elle de la kinésithérapie au milieu de la nuit? Akiwi faisait ça. Il continua à regarder. Fatima passa 20 minutes avec Paul, bougeant ses jambes, massant ses muscles, parlant doucement. Des mots que la caméra ne captait pas mais qui semblaient tendres. Puis elle alla voir Léa. Encore 20 minutes. Les mêmes mouvements, le même soin, la même tendresse. Puis Léo. Encore 20 minutes. 1 heure. 1 heure entière de travail que personne n'avait demandé, que personne n'avait payé, que personne ne connaissait. Quand elle eut terminé, Fatima resta debout à regarder les enfants, ajusta les couvertures, embrassa chaque front
et sortit silencieusement. Antoine resta immobile, le whisky oublié, l'esprit en état de choc. La caméra a capturé quelque chose à 3h12 du matin. Et Antoine sentit son sang se glacer, pas à cause du délit qu'il attendait, à cause de l'amour qu'il n'avait jamais vu. Antoine se frotta les yeux, regarda l'horloge. 3h du matin. L'ironie ne lui échappa pas. La même heure où Fatima prenait soin de ses enfants, il le découvrait pour la première fois. Il devrait aller dormir, il devrait digérer ce qu'il avait vu. Il devrait attendre le matin, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il remit l'enregistrement en arrière, chercha d'autres moments, d'autres nuits, d'autres heures, et il trouva Fatima à 6h du matin, avant que tout autre employé ne se réveille, préparant le petit déjeuner des triplés. Pas le petit déjeuner standard que la cuisinière faisait, quelque chose de spécial, des crêpes en forme d'animaux pour Léo, des œufs brouillés comme Paul les aimait, des fruits coupés en étoiles pour Léa. Elle savait, elle connaissait chaque préférence, chaque détail. Antoine ne connaissait pas ses préférences, il n'avait jamais demandé. Il continua à regarder. Fatima aidant les enfants à s'habiller, avec patience, avec calme, parlant de la journée, posant des questions sur les rêves, riant de blagues enfantines. Les triplés riaient avec elle, riaient vraiment. Ces rires qu'Antoine n'avait pas entendus depuis 2 ans. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Avance rapide sur l'enregistrement. Plus de scènes, plus de moments. Fatima dans le jardin avec les triplés. Elle avait adapté un jeu de ballon pour qu'ils puissent jouer depuis leur fauteuil roulant. Paul riait. Paul, qui ne savait que crier, riait. Fatima lisant des histoires à Léa le soir, faisant des voix différentes pour chaque personnage. Léa souriait. Léa, qui avait oublié comment sourire, souriait. Fatima, chantant pour endormir Léo. Une chanson douce, une berceuse. Léo pleurait, mais pas de tristesse, de quelque chose qui ressemblait à la paix. Heure après heure, Antoine regardait, et heure après heure, il réalisait à quel point il avait perdu 2 ans. 2 ans à vivre dans la même maison que ses enfants et à ne rien savoir d'eux, à ne pas savoir que Paul avait peur du noir, à ne pas savoir que Léa dessinait des anges parce qu'elle pensait que sa mère en était un, à ne pas savoir que Léo faisait semblant d'aller bien pour ne pas s'inquiéter personne. Une femme de ménage en savait plus sur ses qu'enfant que lui. Une étrangère était plus une mère que lui n'était un père. La honte le brûlait, la culpabilité l'écrasait. La réalité était insupportable. Antoine stoppa l'enregistrement. Il prit une profonde inspiration, remplit un autre verre de whisky qu'il avala d'un trait. Ce n'était pas suffisant pour éteindre ce qu'il ressentait. Il devait s'arrêter. Il en avait déjà assez vu. Fatima n'était pas une voleuse, elle était pratiquement une sainte. Mais quelque chose le poussa à continuer, une intuition, une peur, une certitude qu'il y avait plus. Il avança jusqu'au 2e jour d'enregistrement, chercha Chloé, la trouva. Chloé dans la chambre des triplés, en fin de matinée, Antoine au travail, Fatima faisant les courses. Chloé regardant les enfants avec une expression qu'Antoine n'avait jamais vue. Une expression qui lui retourna l'estomac, du dégoût. Chloé regardant ses enfants avec du dégoût. Antoine augmenta le volume. Il devait entendre, il devait savoir. La voix de Chloé sortit des haut-parleurs, claire, froide, cruelle. « Vous savez que votre père serait beaucoup plus heureux s'il n'avait pas à s'occuper de vous, n'est-ce pas ?» Silence des enfants. « Vous êtes un fardeau, une honte. Personne ne veut passer sa journée à regarder 3 enfants en fauteuil roulant. » Antoine sentit la bile lui monter. « Quand je me marierai avec votre père, les choses vont changer. Vous irez dans un pensionnat loin d'ici, en Suisse, où personne n'aura à vous regarder. » La voix de Paul, basse, tremblante. « Notre père nous aime. » Chloé rit, un rire qui donna à Antoine l'envie de traverser l'écran. « S'il vous aimait, il serait ici, n'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois qu'il est resté plus de 5 minutes dans la même pièce que vous? À quand remonte la dernière fois qu'il vous a dit qu'il vous aimait? » Silence. Antoine ne pouvait plus respirer. « C'est exactement ce que je pensais, » dit Chloé.
Maintenant, taisez-vous et ne racontez à personne notre petite conversation. Si vous le faites, eh bien, des accidents arrivent aux enfants qui parlent trop. » L'enregistrement continua, Chloé sortant de la chambre. Les triplés restant silencieux. Léa commençant à pleurer doucement. Paul serrant les poings. Léo regardant dans le vide, avec ce sourire vide qu'Antoine comprenait maintenant. Il vit les lèvres de Chloé bouger, lut les mots et eut envie de vomir. Mais ce n'était pas le pire. Il y avait plus. Antoine avança l'enregistrement, tremblant, transpirant, le cœur battant si fort qu'il l'entendait. Il trouva une autre scène. Chloé et Léa, seuls. Léa était en train de dessiner. Chloé s'approcha, regarda le dessin, l'arracha des mains de la fillette. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qu'une famille heureuse ?» « Tu crois que tu vas avoir une famille heureuse ?» Chloé déchira le dessin, morceau par morceau, devant Léa. « Ta mère est morte, ton père s'en fout, et tu es coincé dans cette chaise pour toujours. Il n'y a pas de famille heureuse pour vous. » Léa ne dit rien. Elle regarda juste, avec ses yeux vides, avec ce silence qu'Antoine pensait être de la timidité. Ce n'était pas de la timidité, c'était un traumatisme. Antoine stoppa l'enregistrement. Il n'en pouvait plus. Il ne pouvait plus voir, ses mains tremblaient, son corps entier tremblait, colère, culpabilité, dégoût, tout mélangé en quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Sa fiancée, la femme qu'il allait épouser, la femme qu'il pensait être parfaite, était un monstre. Et il avait laissé ce monstre approcher ses enfants. Antoine resta assis dans le noir pendant longtemps, à digérer, à essayer de comprendre comment il avait pu être aussi aveugle, comment il avait laissé faire ça, comment il avait échoué aussi complètement. La photo de sa femme était dans le tiroir. Il la sortit, regarda le visage de Sophie, ce sourire qu'il ne reverrait jamais. « J'ai tout détruit, » murmura-t-il. « J'ai tout détruit ce que tu m'as laissé. » La photo ne répondit pas. Les photos ne répondent jamais. Mais quelque chose à l'intérieur d'Antoine répondit. Quelque chose qu'il avait enterré avec sa femme. Quelque chose qu'il pensait être mort dans l'accident. La détermination. Il allait réparer ça. Il allait protéger ses enfants. Il allait être le père qu'il aurait dû être. Il allait qu'à détruire Chloé. Mais d'abord, il avait besoin d'un plan. Antoine retourna aux enregistrements. Pas pour voir plus de cruauté, mais pour voir plus de Fatima. Il devait comprendre. Il devait savoir qui était cette femme, qui s'occupait de ses enfants, sans rien demander en échange. Il trouva des scènes qu'il n'avait pas vues avant. Fatima assise avec Paul après un cauchemar, lui tenant la main, disant qu'elle aussi avait des cauchemars, qu'il était normal d'avoir peur, que les personnes fortes pleurent aussi. Fatima apprenant à Léa à tresser ses cheveux, les deux riant d'une coiffure qui avait mal tourné, Léa parlant, des mots complets, des phrases entières. Avec Fatima, elle parlait. Fatima portant Léo à la fenêtre au milieu de la nuit, pour voir les étoiles, expliquant les constellations, inventant des histoires sur chacune. Léo demandant si sa mère était là-haut, Fatima disant que oui, qu'elle regardait toujours, qu'elle veillait toujours, même de loin. Antoine pleura, assis dans ce bureau sombre, regardant des enregistrements de sécurité. L'homme le plus puissant que la plupart des gens connaissaient pleura comme un enfant. Il pleura sur le temps perdu, sur les moments qu'il avait laissés passer, sur le père qu'il aurait dû être. Il pleura sur la femme qu'il avait perdue, sur les enfants qu'il avait abandonnés, sur la vie qu'il avait détruite. Et il pleura de gratitude pour Fatima, pour cette femme qui était apparue de nulle part et avait sauvé ses enfants d'un père absent et d'une belle-mère cruelle. Elle méritait plus qu'il ne pouvait donner, plus que de l'argent, plus que de la reconnaissance. Elle méritait la vérité. Antoine regarda sa montre, 6 heures du matin. Le soleil se levait. Un nouveau jour, une nouvelle chance. Il ferma l'ordinateur, se leva de sa chaise, marcha jusqu'à la chambre des triplés. La porte était entrebâillée. Il espionna. Ils étaient là, ses enfants, dormant. Les fauteuils roulants à côté de chaque lit, la lumière, de l'aube entrant par la fenêtre. Et Fatima,
assise dans un fauteuil dans le coin, dormant aussi, épuisée d'une nuit à s'occuper d'enfants qui n'étaient pas les siens, Antoine resta planté sur le seuil, regardant, enregistrant cette scène dans sa mémoire. Il avait installé des caméras pour attraper une voleuse, il avait trouvé un ange. Si cette histoire vous touche, si vous connaissez quelqu'un qui s'occupe d'enfants avec cet amour, laissez un j'aime, partagez, montrez que ce genre de bonté mérite d'être vu. Le matin arriva. Antoine ne dormit pas. Il resta à réfléchir, à planifier, à préparer. Chloé reviendrait du spa le lendemain. Il y aurait une soirée de charité la semaine prochaine. Tous les associés d'Antoine seraient là. Toutes les personnes importantes. Le cadre parfait pour une révélation. Mais d'abord, il devait s'assurer que Fatima était protégée. Chloé était dangereuse. Quand elle découvrirait qu'elle avait été démasquée, elle attaquerait, elle mentirait. Elle essaierait de détruire Fatima de toutes les manières possibles. Antoine connaissait le bijou, connaissait le plan. Chloé avait planté des preuves. S'il rompait simplement ses fiançailles, elle utiliserait ça. Elle transformerait Fatima en méchante. Il allait détruire la réputation d'une femme innocente. Il devait être plus malin. Il appela son avocat, son chef de la sécurité, son expert en technologie. Je veux des copies de tous les enregistrements. Je veux qu'ils soient authentifiés. Je veux qu'ils soient inviolables. Et concernant mademoiselle Dubois, monsieur Leclerc, Antoine regarda par la fenêtre, vers le jardin où ses enfants jouaient, où Fatima poussait les fauteuils roulants, riant de quelque chose que Léo avait dit. Quant à elle, dit-il, je vais m'en occuper personnellement. L'avocate hésita. Monsieur, si vous me permettez, une accusation publique pourrait engendrer des poursuites, diffamation, dommages et intérêts. Antoine se retourna. Il fixa l'avocat avec ses yeux qui faisaient trembler les cadres en réunion. Elle a menacé mes enfants. Elle les a maltraités psychologiquement pendant des mois. Elle a planté de fausses preuves pour incriminer une employée innocente. Ne me parlez pas de poursuite. Parlez-moi de justice. L'avocat acquiesça. Oui, monsieur. Les pièces se mettaient en place. Chloé reviendrait demain sans savoir que son masque était tombé. La soirée de charité serait dans 5 jours. La scène parfaite pour la révélation. Et Fatima? Fatima continuerait de s'occuper des enfants sans la moindre idée que son monde était sur le point de basculer. Antoine passa la journée à observer, à voir des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant, à remarquer des détails qui avaient toujours été là. Paul souriait quand Fatima racontait des blagues, pas le sourire forcé qu'il adressait aux adultes. Un vrai sourire. Léa fredonnait pendant que Fatima tressait ses cheveux. Fredonnait. La fillette qui parlait à peine était en train de fredonner. Léo montrait chaque réussite à Fatima en premier, chaque dessin, chaque nouveau mouvement qu'il parvenait à faire, comme si l'opinion de Fatima était la seule qui comptait. Parce qu'elle l'était. Pour eux, elle l'était. À la fin de la journée, Antoine prit une décision. Il n'allait pas seulement renvoyer Chloé, il n'allait pas seulement exposer la vérité, il allait tout reconstruire, depuis le début. Il allait être le père qu'il aurait dû être. Il allait vraiment connaître ses enfants. Il allait mériter l'amour que Fatima avait cultivé en eux. Il allait mériter Fatima, si elle le lui permettait. Mais d'abord, il y avait un monstre à détruire. La soirée de charité était vendredi. 30 cadres supérieurs, leurs épouses, leurs associés. L'élite des affaires réunie dans une salle qui coûtait plus que la plupart des gens ne gagnait en une vie. Chloé était radieuse, robe noire, bijoux étincelants, le sourire parfait de celle qui n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle marcha aux côtés d'Antoine toute la soirée, la main possessive sur son bras, la voix douce se présentant comme la future Madame Leclerc. Le rôle de fiancée parfaite exécuté avec précision. Antoine ne dit rien, sourit aux moments opportuns, salua les bonnes personnes, fit ce qu'on attendait de lui. Mais à l'intérieur, il comptait les minutes. Le dîner fut servi. Conversation sur les affaires, sur la politique, sur rien qui ait de l'importance. Chloé parla du mariage, des plans, de la lune de miel en Italie. Et bien sûr, dit-elle assez fort pour que toute la table entende,
Nous devrons d'abord régler la situation des enfants. Antoine est d'accord qu'un pensionnat spécialisé serait le mieux pour eux. Plus de ressources, plus de soins, et nous pourrons nous concentrer sur le mariage sans souci. Antoine sentit la colère monter. Il sentit son sang bouillir, mais il garda son sang-froid. Ce n'était pas encore le moment. Le dîner se termina. Les tables furent écartées. Une piste de danse fut ouverte. Antoine demanda l'attention de tous. La salle se tut, tout le monde regardant l'hôte, attendant un discours, un toast, quelque chose de corporatif. « Je voulais vous remercier tous d'être ici », commença Antoine. « Cette soirée est spéciale. C'est une soirée de révélation. » Chloé sourit à ses côtés, pensant qu'il allait annoncer le mariage, pensant que c'était son moment de briller. Elle avait raison sur un point. C'était une soirée de révélation, mais pas du genre qu'elle espérait. « Il y a une semaine, » dit Antoine, « j'ai installé des caméras de sécurité dans ma villa. Quelqu'un m'avait convaincu qu'il y avait une voleuse parmi mes employés. Quelqu'un a planté de fausses preuves pour incriminer une femme innocente. » Chloé fronça les sourcils, une ombre d'inquiétude. « J'ai regardé les enregistrements, » continua Antoine. 72 heures de contenu. Et ce que j'ai vu a changé ma vie. La salle était dans un silence absolu. Pas un bruit de couvert, pas un murmure. J'ai vu une employée de maison se réveiller à 3 heures du matin pour faire de la kinésithérapie à mes enfants. Je l'ai vu leur chanter des berceuses. Je l'ai vu les traiter avec plus d'amour que je ne l'ai fait en 2 ans. Des murmures commencèrent. Chloé était pâle. « Et j'ai vu autre chose, » dit Antoine, sa voix devenant froide. « J'ai vu ma fiancée dire à mes enfants qu'ils étaient un fardeau. Je l'ai vu menacer des enfants de 5 ans. Je l'ai vu déchirer des dessins devant une fillette de 5 ans et lui dire qu'elle n'aurait jamais une famille heureuse. » La salle explosa en chuchotements. « Antoine, » dit Chloé, la voix tremblante, « c'est un malentendu. Tu es... » Elle ne termina pas sa phrase. Antoine sortit son téléphone de sa poche, appuya sur un bouton. Le grand écran derrière eux s'anima. Et là, c'était elle. Chloé, dans la chambre des triplés, ses paroles résonnant dans la pièce. « Vous êtes un fardeau, une honte. Personne ne veut passer ses journées à regarder 3 enfants en fauteuil roulant. 30 cadres regardant, 30 cadres écoutant, 30 cadres voyant le masque tomber. » Chloé essaya de parler, essaya de se défendre, essaya de dire quelque chose. Mais Antoine n'avait pas terminé. Il montra plus. Chloé déchirant le dessin de Léa. Chloé pinçant Léo quand personne ne regardait. Chloé menaçant Paul s'il parlait. Tout, chaque moment cruel, chaque mot empoisonné, chaque preuve de qui elle était vraiment. Quand ce fut fini, Chloé était encerclée. Pas physiquement, socialement. Tous les regards de dégoût, tous les visages se détournant. Personne ne voulant être près d'elle. « Les fiançailles sont rompues, » dit Antoine, « et vous avez 24 heures pour quitter la ville. Si je vous revois près de mes enfants, j'utiliserai ces enregistrements pour détruire bien plus que votre réputation. » Chloé le regarda. La salle, les gens qui, il y a quelques minutes, l'admiraient, et elle comprit qu'elle avait perdu. « Tu vas le regretter, » dit-elle, la voix tremblant de rage. « Tu crois que quelqu'un va te croire? J'ai des preuves que l'employée est une arnaqueuse. J'ai. » « Vous avez un broche que vous avez vous-même caché dans sa chambre, » interrompit Antoine. « Et j'ai l'enregistrement de vous en train de le faire. » Chloé devint blanche. Toute la salle vit. Toute la salle entendit. Et toute la salle sut qu'elle était exactement ce qu'Antoine avait dit. Une manipulatrice, une menteuse, un monstre. Chloé sourit. Ce sourire désespéré de celle qui est en train de perdre. « Tu crois avoir gagné ?» dit-elle. « Tu crois que cette Fatima se soucie de toi? Elle ne veut que ton argent. C'est une arnaqueuse. » Une. Ça suffit. La voix ne venait pas d'Antoine. C'était Fatima. Elle se tenait sur le seuil du salon. Elle était venue apporter un document qu'Antoine avait demandé. Elle était arrivée juste à temps pour tout entendre. Et maintenant, elle était là, immobile, observant Chloé avec une expression que personne n'aurait pu anticiper. « Je ne veux pas de son argent, » dit Fatima. Sa voix était calme, ferme. « Je ne veux rien de lui. Je m'occupe de ses enfants parce qu'ils ont besoin de quelqu'un.
parce qu'il mérite de l'amour, parce que je sais ce que c'est de grandir sans personne. Un silence pesant envahit la pièce. Vous les avez traités de fardeau, continua Fatima. Vous avez dit que personne ne voulait s'occuper d'eux. Vous les avez menacés. Des enfants de 5 ans qui ont perdu leur mère et leurs jambes le même jour. Des enfants qui veulent juste être aimés. Fatima fit un pas en avant. Vous êtes un monstre. Et j'espère que vous passerez le reste de votre vie à savoir exactement ce que vous êtes. Chloé ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait plus rien à dire. Elle jeta un dernier regard autour d'elle, au visage qui l'évitait, au dos qui se détournait, au monde qui venait de découvrir sa véritable nature. Et elle sortit, sans un mot, sans une défense, sans rien. La porte se referma derrière elle. Et ce fut la fin. Un silence glacial régna dans la pièce pendant un instant. Puis les murmures commencèrent. Les gens s'approchaient d'Antoine, lui offrant leur soutien, disant qu'ils n'avaient jamais aimé Chloé, qu'ils avaient toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Antoine n'écoutait pas. Il fixait Fatima. Elle était toujours sur le seuil, le regard fixé sur lui, une expression mêlant surprise et quelque chose d'autre. Antoine se dirigea vers elle, traversant le salon, ignorant tout le monde. Il s'arrêta devant Fatima. « Merci, dit-il, de prendre soin de mes enfants quand je ne le faisais pas. » Fatima ne dit rien. « Merci de les aimer quand j'avais peur d'aimer. » Toujours le silence. « Et je suis désolé d'avoir mis autant de temps à voir ce qui était juste devant moi. » Fatima le regarda, dans ses yeux pour la première fois, de l'honnêteté, de la vulnérabilité, de l'humanité. « Vous avez vu les enregistrements ?» demanda-t-elle. « Vous avez tout vu ?»« Tout, » confirma Antoine. « La kiné à l'aube ?»« Oui. »« Les histoires pour les endormir ?»« Oui. »« Le jour où j'ai dit à Léo que sa mère était devenue une étoile ?» Antoine déglutit et acquiesça. Fatima prit une profonde inspiration. « J'aurais dû le dire, » dit-elle. « Pour Chloé, pour ce qu'elle faisait. Mais j'avais peur. Peur de perdre mon travail. Peur que personne ne me croie. Peur de... » « Je sais, » dit Antoine, « et je comprends. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous avez protégé mes enfants de la seule façon que vous le pouviez. » Silence. « Maintenant, laissez-moi vous protéger, » dit Antoine. Fatima le regarda, confuse. « Quoi ? Chloé va essayer de vous détruire. Elle va inventer des histoires. Elle va utiliser la broche. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour vous blesser. Je n'ai pas peur d'elle. Je sais que non, dit Antoine, mais moi, j'ai peur. J'ai peur qu'elle vous éloigne de mes enfants. Et ils ont besoin de vous. J'ai besoin de vous. » Les mots planèrent dans l'air. Fatima ne savait pas quoi dire. « Pas comme employé, » dit Antoine rapidement. « Pas comme nounou, comme membre de la famille, si vous voulez. »« Vous me connaissez à peine, » dit Fatima. « Je vous ai vu prendre soin de mes enfants pendant 72 heures d'enregistrement. J'ai vu plus de vous en ces heures que je n'en ai vu de Chloé en 1 an. Ce n'est pas la même chose que de connaître quelqu'un. Alors laissez-moi vous connaître, » dit Antoine. « Laissez-moi apprendre. Laissez-moi essayer. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été un père terrible. Je sais que vous avez le droit de partir et de ne jamais vous retourner. Mais je vous le demande, restez, s'il vous plaît. » Fatima le regarda, le salon derrière lui, à la vie qui changeait en temps réel. Et elle pensa au triplé, à Paul qui apprenait enfin à contrôler sa colère, à Léa qui recommençait à parler, à Léo qui n'avait plus besoin de faire semblant que tout allait bien. Elle pensa à ce dont ils avaient besoin, elle pensa à ce dont elle avait besoin, et elle prononça un mot. Oui. Cette nuit-là, après le départ des invités, après la fin de la soirée de charité, après que Chloé ait disparu dans l'obscurité d'où elle venait, Antoine rentra chez lui. Mais il n'alla pas au bureau. Il n'alla pas dans sa chambre. Il alla dans la chambre des triplés. Ils dormaient, les 3 lits côte à côte, les 3 fauteuils roulants alignés. 3 respirations douces emplissant le silence. Antoine s'arrêta sur le seuil, le même seuil qu'il évitait depuis 2 ans, le même seuil qui représentait tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il avait peur d'affronter. Il entra.
s'assit sur le sol, entre les lits, où il pouvait voir les 3 visages en même temps. Et il resta là, à les regarder, gravant chaque détail dans sa mémoire. Chaque tache de rousseur sur le nez de Paul, chaque boucle dans les cheveux de Léa, chaque sourire que Léo esquissait, même en dormant. Ses enfants, son sang, son avenir. Combien de temps avait-il perdu? Combien de moments avait-il laissé filer? Combien de nuits comme celle-ci aurait-il pu avoir? Les larmes vinrent, silencieuses, lourdes. Antoine Leclerc, l'homme qui faisait trembler les dirigeants, pleurait sur le sol de la chambre de ses enfants comme un garçon perdu. Et c'est ainsi que Fatima le trouva. Elle était venue vérifier les enfants, comme elle le faisait chaque soir. Elle ne s'attendait pas à trouver Antoine là. Elle ne s'attendait pas à le voir pleurer. Elle voulut partir, lui laisser de l'intimité, le laisser en paix. Mais quelque chose l'empêcha de partir. « Restez, » dit Antoine, la voix rauque. « S'il vous plaît. » Fatima hésita, puis s'assit à côté de lui, sur le sol, entre les lits. Ils restèrent tous les deux silencieux pendant longtemps, à regarder les enfants, à écouter leur respiration, partageant quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. « Je ne les mérite pas, » dit Antoine finalement. « Je les ai abandonnés pendant 2 ans. Je les ai laissés croire que je ne les aimais pas. Je les ai laissés souffrir seuls. »« Vous souffriez aussi, » dit Fatima. « Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'en est pas une. Mais c'est une explication. » Antoine la regarda. « Comment faites-vous » demanda-t-il. « Comment prenez-vous soin d'eux avec autant d'amour, sans rien attendre en retour, sans exiger de reconnaissance ?» Fatima réfléchit un instant. « Parce que je sais ce que c'est de grandir sans ça, » dit-elle. « Sans amour, sans attention, sans personne qui s'en soucie. Et j'ai promis que si un jour je pouvais donner ça à quelqu'un, je le ferais, sans hésiter. » Antoine regarda ses enfants. Cette femme qui était apparue de nulle part et qui avait tout sauvé. « Vous m'apprenez » demanda-t-il, la voix basse, vulnérable. « À être un vrai père ?» Fatima sourit. « Pour la première fois cette nuit-là. »« Vous êtes déjà un père, » dit-elle. « Vous avez juste besoin de vous souvenir comment faire. » Les triplés commencèrent à se réveiller. D'abord Léo, puis Léa, puis Paul. Quand ils virent leur père là, sur le sol, à côté d'eux, ils n'y crurent pas. « Papa » demanda Léo. « Tu es vraiment là ?»« Je suis là » dit Antoine, la voix brisée. « Je suis là. » Léo essaya de sortir du lit. Ses jambes ne lui obéissaient pas. Elles ne lui obéissaient jamais. Mais ses bras fonctionnaient. Il se jeta dans les bras de son père. Antoine le serra contre lui, l'étreignit fort, respira l'odeur des cheveux de son fils, sentit son cœur battre contre le sien. Léa vint ensuite, silencieuse comme toujours. Mais cette fois, le silence était différent. C'était de l'attente, c'était de l'espoir. Antoine tendit le bras. Sophie se blottit contre son frère. Paul fut le dernier, le plus hésitant, le plus blessé. « Tu vas encore partir ?» demanda-t-il, la voix dure, protégée. « Non !» dit Antoine. « Plus jamais, je te le promets. » Paul le regarda, cherchant un mensonge, cherchant une tromperie. Il n'en trouva pas. Il rejoignit ses frères et sœurs dans les bras du père qu'il avait oublié comment embrasser. Les triplés regardèrent leur père, pour la première fois depuis 2 ans, avec espoir. Et Antoine regarda en retour. Pour la première fois depuis 2 ans, sans peur, Fatima observait depuis la chaise dans le coin, les larmes coulant, le cœur débordant. Elle était venue pour cet emploi pour gagner de l'argent, pour survivre, pour aller de l'avant. Elle avait trouvé une famille. Les mois suivants furent une reconstruction. Antoine réduisit ses heures de travail, embaucha un PDG pour les opérations quotidiennes, se mit à être à la maison quand ses enfants se réveillaient, se mit à être à la maison quand ils dormaient. Il apprit des choses qu'il aurait dû savoir il y a longtemps. Il apprit que Paul faisait des cauchemars sur l'accident, qu'il se réveillait en criant et avait besoin de quelqu'un pour lui dire que tout allait bien. Il apprit que Léa dessinait parce que les mots étaient difficiles, que chaque dessin était une phrase qu'elle ne parvenait pas à dire.
Il apprit que Léo faisait semblant d'être heureux pour protéger tout le monde, que sous le sourire se cachait un garçon qui avait peur de perdre encore quelqu'un. Il apprit à être père, et Fatima était à ses côtés, enseignant, guidant, aimant, pas comme employé de maison, pas comme nounou, comme quelque chose d'autre, quelque chose qu'aucun des deux n'avait planifié, quelque chose qui avait grandi lentement, silencieusement, inévitablement. L'amour. Un mois après la soirée de charité, Antoine trouva un dessin sur le réfrigérateur. Ce n'était pas de Léa, c'était de Léo. 4 personnes, se tenant la main. Un homme grand, une femme aux cheveux foncés, 3 enfants dans des fauteuils roulants décorés d'étoiles. En dessous, l'écriture, tremblante d'un enfant de 5 ans, « Notre famille ». Antoine serra le dessin, le regarda pendant longtemps. Puis il alla chercher Fatima. Il la trouva dans le jardin, faisant de la kinésithérapie avec les triplés, bougeant des jambes qui ne sentaient rien, travaillant des muscles qui ne répondaient pas, avec la même patience que toujours. « Il faut que l'on parle », dit Antoine. Fatima s'arrêta, le regarda inquiète. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Antoine montra le dessin. « Léo a fait ça, dit-il. » Fatima regarda, vit la famille, se vit elle-même incluse. « Oh, dit-elle. Antoine, je ne lui ai pas demandé de faire ça. Je ne lui ai rien dit pour... »« Je sais, dit Antoine. Il l'a fait parce que c'est ce qu'il voit, et ce qu'il ressent, et ce que je ressens aussi. » Fatima cessa de respirer. « Quoi ?» Antoine fit un pas en avant, prit ses mains. « Vous avez sauvé mes enfants, dit-il. Vous m'avez sauvé. Vous nous avez donné une chance d'être une famille à nouveau. Et je sais que c'est tôt. Je sais que vous n'êtes peut-être pas prête. Je sais que vous méritez beaucoup plus que ce que je peux offrir. Antoine, mais je vous le demande, dit-il. Pas d'être ma femme, pas encore. Je vous demande de me donner une chance, de prouver que je peux être l'homme que vous méritez. L'homme que mes enfants méritent. » Fatima le regarda, dans les yeux qui avaient tant changé ces derniers mois. L'homme qui s'était transformé devant elle, et les triplés qui regardaient, avec ces sourires qu'elle aimait tant. « Vous n'avez rien à prouver, dit-elle. Vous l'avez déjà prouvé. Chaque jour, chaque moment que vous passez avec eux, chaque fois que vous vous asseyez par terre pour jouer, chaque nuit où vous les couchez. Alors oui, dit-elle. Je vous donne la chance. Je vous donne autant de chance que vous aurez besoin. » Antoine sourit, un vrai sourire, le premier depuis des années, et il l'embrassa, là, dans le jardin, devant les enfants qui fêtèrent ça comme s'ils avaient gagné. Tous les cadeaux de Noël réunis. « Papa a embrassé Fatima », cria Léo. « Papa a embrassé Fatima ». Léa souriait vraiment. Et Paul applaudissait. 6 mois plus tard, il y eut un autre dîner, beaucoup plus petit que la soirée. Juste la famille, quelques amis, les gens qui comptaient, un mariage. Fatima portait une robe simple, blanche, sans bijoux chers, sans ostentation. Juste elle. Antoine portait un costume, le même costume qu'il portait le jour où il l'avait vu pour la première fois sur les enregistrements, le jour où tout avait changé. Et les triplés. Les triplés étaient les protagonistes. 3 fauteuils roulants décorés de fleurs, 3 coussins avec des alliances, 3 enfants qui avaient enfin une famille complète. Paul porta l'alliance d'Antoine, sérieux, responsable. Le garçon en colère était devenu protecteur. Léa porta l'alliance de Fatima, souriant, fredonnant. La fille silencieuse avait trouvé sa voie. Et Léo. Léo fut le maître de cérémonie, racontant des blagues, faisant rire tout le monde. Le garçon qui faisait semblant d'être heureux l'était finalement. Les vœux furent simples. Antoine promit d'être présent, toujours, peu importe quoi. Fatima promit d'aimer, toujours, peu importe quoi. Et quand le prêtre dit qu'ils pouvaient s'embrasser, 3 petites voix crièrent en même temps. « Embrasse !»« Fatima embrasse !»« Embrasse !» Ils s'embrassèrent et la famille fut complète. Après le mariage, il y eut une visite, au cimetière,
sur la tombe de Sophie. Antoine emmena les triplés, emmena Fatima, apporta des fleurs. « Bonjour, Sophie, dit-il. Agenouillé devant la pierre tombale, les enfants autour de sa nouvelle femme à ses côtés. J'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps, et je suis désolé pour ça. Mais j'ai enfin compris ce que tu as toujours su, que l'amour ne consiste pas à protéger de loin, mais à être proche, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. » Il regarda les triplés. Ils vont bien, ils sont heureux, ils grandissent. Paul apprend à contrôler sa colère. Léa parle de nouveau, et Léo arrête enfin de faire semblant. Il regarda Fatima. Et j'ai trouvé quelqu'un qui a pris soin d'eux quand je n'y arrivais pas. Quelqu'un qui m'a réappris à être père. Je sais que tu l'aurais aimée. Elle a le même cœur que toi. Fatima lui serra la main. Je vais prendre soin d'eux, dit Antoine. De tous. Je le promets. Et cette fois, c'était une promesse qu'il allait tenir. 1 an après le mariage, il se passa quelque chose que personne n'attendait. Léo faisait de la kinésithérapie, comme toujours. Fatima bougeant les jambes, massant les muscles, répétant les exercices qu'elle faisait depuis des années. Et soudain, Léo cria « J'ai senti quelque chose. » Et Fatima s'arrêta, le regarda. « Qu'est-ce que tu as senti ?»« Mon gros orteil, il a fourmillé. » Fatima regarda le pied de Léo, le gros orteil qui ne bougeait plus depuis 3 ans. « Essaie de bouger, » dit-elle, la voix tremblante. Léo se concentra, le visage crispé, le corps tendu, et le gros orteil bougea. 1 millimètre, peut-être moins, mais il bougea. Fatima cria, Léo cria. Les frères et sœurs arrivèrent en courant dans leur fauteuil. Antoine apparut en courant de son bureau. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Mais que s'est-il passé ?»« Mon orteil, » dit Léo. « J'ai bougé mon orteil. Personne ne savait si ça allait durer. Personne ne savait si cela signifiait une guérison. Personne ne savait si c'était juste un moment, ou le commencement de quelque chose de plus grand. Mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'est qu'il y avait de l'espoir. Ce qui comptait, c'est que Fatima n'avait jamais abandonné. Ce qui comptait, c'est que les miracles arrivent à ceux qui n'arrêtent jamais d'essayer. Les médecins sont arrivés, ils ont fait des examens. Ils ont parlé de neuroplasticité, de récupération partielle, de possibilités que personne n'avait envisagées. Ce n'était pas une guérison. Peut-être que ça ne le serait jamais, mais c'était un progrès. Et le progrès était tout ce dont ils avaient besoin. Si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez quelqu'un qui s'occupe d'enfants ayant des besoins spéciaux, partagez cette histoire. Montrez que l'amour fait la différence, que la patience a du pouvoir, que personne ne devrait abandonner. Jamais. Antoine Leclerc avait installé des caméras pour attraper une voleuse. Il avait trouvé beaucoup plus. Il avait découvert la vérité sur sa fiancée, la vérité sur son employé de maison, la vérité sur lui-même. Il avait retrouvé une famille qu'il pensait avoir perdue. Il avait trouvé un amour qu'il ne savait pas mériter. Il avait trouvé un avenir qu'il croyait impossible. Tout cela, parce qu'une femme se réveillait à 3 heures du matin pour s'occuper d'enfants qui n'étaient pas les siens. Tout cela, parce qu'une orpheline qui n'avait jamais reçu d'amour avait décidé d'en donner. Tout cela, parce qu'une employée de maison ordinaire avait un cœur extraordinaire. Fatima Ben Ali est devenue Fatima Leclerc. Elle est devenue la mère de 3 enfants en fauteuil roulant. Elle est devenue l'épouse d'un milliardaire. Elle est devenue la propriétaire d'une clinique de kinésithérapie pour enfants ayant des besoins spéciaux. Elle est devenue tout ce qu'elle n'avait jamais rêvé d'être, non pas parce qu'elle cherchait la richesse, mais parce qu'elle cherchait l'amour. Et l'amour l'a retrouvée. Chloé Dubois n'a plus jamais été revue dans la région. On dit qu'elle a déménagé à l'étranger. On dit qu'elle a essayé de recommencer. On dit que la vidéo du dîner a fuité. Elle a suivi où qu'elle aille. Personne n'a eu pitié. Les triplés ont grandi. Paul est devenu le protecteur de ses frères et sœurs. Léa est devenue artiste. Léo est devenu humoriste. Aucun d'eux n'a complètement retrouvé l'usage de ses jambes. Mais tous les 3 ont appris que les jambes ne définissent pas les personnes. C'est le cœur qui définit.
Et ils avaient 3 cœurs forts. Antoine Leclerc a appris à être père, pas le père parfait, pas le père des livres, mais le père présent, le père qui essayait, le père qui était là. C'était suffisant. C'était plus que suffisant. Et Fatima? Fatima continuait à se réveiller au milieu de la nuit de temps en temps. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais maintenant, quand elle se levait à 3 heures du matin, Antoine se levait avec elle. Et ensemble, ils allaient voir leurs enfants dormir. Ensemble, en famille. Cette histoire n'est pas une histoire de caméra. Ce n'est pas une histoire de trahison. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de regard. Vraiment regardez. Les personnes qui vous entourent. Les choses qui se passent juste devant vous. C'est une histoire d'arrêter de fuir et de commencer à affronter. C'est une histoire de mériter l'amour qui nous est donné. Antoine a failli tout perdre parce qu'il avait peur de regarder. Fatima a tout sauvé parce qu'elle n'a jamais cessé de prendre soin. La différence entre les deux était simple. L'un fuyait la douleur. L'autre transformait la douleur en amour. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-la. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous. Et souvenez-vous, parfois, la personne qui change votre vie entière est quelqu'un dont vous ignorez même l'existence. Quelqu'un qui prend soin en silence. Quelqu'un qui aime sans rien demander. Quelqu'un qu'une caméra de surveillance peut révéler. Regardez autour de vous. Peut-être que votre ange est plus proche que vous ne l'imaginez.